7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. Ce tweet n'est évidemment pas le mien, ni celui de notre invité, mais a été signé par Rima Hassan sur le réseau social X. Juriste française d'origine palestinienne, elle est la nouvelle égérie de la France insoumise et candidate sur la liste européenne conduite par Manon Aubry. Le 8 mai, jour de l'armistice, fête de la libération d'Orléans, voilà tout ce que trouve à tweeter Rima Hassan. La haine du colon, du français, la haine de ce pays qui l'a accueilli vers l'âge de 9 ans. À l'âge de 27 ans, elle fonde une ONG consacrée à l'étude et la protection des camps de réfugiés dans le monde, et en 2023, à 31 ans, elle fonde le collectif Action Palestine France et rejoint les troupes de Jean-Luc Mélenchon pour la bataille des Européennes. Une campagne qu'elle axe sur la seule guerre de Gaza. Et pour analyser ce tweet avec nous et en tirer le vrai du faux, nous sommes avec Driss Ghali. Bonjour Driss Ghali. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur marocain de plusieurs ouvrages, de la diversité au séparatisme, Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré aux éditions de l'Artilleur et une contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est dans un contexte donc particulier que s'inscrit ce tweet de Rima Hassan, conflit israélo-palestinien, fac et lycée bloqués en soutien à la Palestine et campagne des Européennes. Alors avant de revenir sur ce tweet, Driss Ghali, comment expliquer que Gaza, au Moyen-Orient, puisse être un tremplin électoral en France et en Europe pour une élection européenne ? Oui, alors rebonjour, merci de m'avoir invité. Au fait, nous vivons une ère politique qui est l'ère du nombrilisme, de l'individualisme. Et ça touche bien sûr les Français de souche ou les Occidentaux de souche, États-Unis, Allemands et autres, mais ça touche aussi les diasporas, les immigrés naturalisés, les enfants d'immigrés nés ici, eux aussi sont touchés par cette épidémie de nombrilisme. Et donc c'est moi, je suis la victime, si je réussis pas dans la vie, c'est à cause des autres. Et d'où cette passion, c'est une véritable passion pour la cause palestinienne qui est au fait une passion pour soi. Vous avez dans nombreux jeunes issus de l'immigration une espèce d'identification avec le Palestinien. Et ils voient, pas tous bien sûr, mais une partie voit dans la police française une police d'occupation. Dans l'État français, une espèce d'État hébreu qui occuperait leur quartier, qui ruinerait leur vie. Donc vous avez ici une espèce de transfert puisque les gens fuient leurs responsabilités. Les gens ne veulent surtout pas se remettre en cause, soit s'assimiler, soit partir, soit trouver le moyen de réussir dans sa vie. C'est très difficile, la vie est dure, d'autant plus que l'économie ne va pas très bien. Mais c'est très facile de tout transférer sur une autre condition, la condition de Palestinien, trouver une autre manière d'accuser les Français de tous les maux du monde. Quand ces gens-là attaquent Israël, je pense, à mon humble avis, qu'ils se fichent des Palestiniens. En fait, ce qu'ils attaquent, c'est la France, l'Occident. Parce qu'en Israël, ils voient une version de l'Occident, de la France, qui a été valable jusqu'à pas longtemps. Un pays avec une ambition, un pays avec de l'agressivité, un pays qui rend les coups, qui ne dépose pas des gerbes et des fleurs. Je ne fais pas une défense d'Israël inconditionnelle. Je dis juste qu'il y a un transfert, en fait, actuellement. Driss Ghali, je vous redonne le tweet de Rima Hassan. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. Comment analysez-vous ce parallèle Algérie-Palestine, France-Israël ? Beaucoup de mauvaise foi dans ce tweet. C'est vraiment de la récupération politique. Alors, les gens normalement du bord de Madame Hassan à la droite de faire de la récupération politique dès qu'il y a une Française trucidée ou une mamie violentée par quelqu'un sur OQTF. Là, vous avez de la récupération politique sur les morts. Sur les morts nombreux, les torturés, les blessés, les pieds noirs massacrés d'il y a presque plus de 60 ans. Donc c'est vraiment de la politique politicienne la plus vile. Il n'y a aucune noblesse là-dedans. Deuxième point, je me demande pourquoi se fait-il qu'en France, il y a autant d'ingrats. Vous venez en France, vous immigrez en France, la France, malgré tous ses défauts, vous donne une éducation, vous donne des papiers qui sont une identité qui est noble, qui est respectée mondialement. La France, quand même, c'est pas le dernier pays inscrit à l'ONU, une grande puissance. Il y a cette espèce d'ingratitude, ça me dépasse. On a le droit de critiquer la France. Je passe ma vie à critiquer une partie de la France, mais je me critique moi-même en critiquant la France. Je ne dis pas eux et nous. Quand je dis notre décadence, elle est la mienne aussi. Je l'espère en tout cas. Là, vous avez une espèce
vraiment de coups de poignard dans le dos, c'est vraiment pas sympa. Et ce n'est pas bon pour les autres immigrés qui veulent juste s'intégrer ou vivre tranquillement. Ça jette l'opprobre sur eux, ça les stigmatise. Le français moyen va dire, bah, t'as vu, on a tout fait et il nous accuse à un moment donné de choses avec lesquelles on n'a rien à voir. Maintenant, sur le parallèle en soi, il faut faire très attention. C'est un piège que nous tend Madame Hassan, Rima Hassan, parce que toutes les guerres se ressemblent dans un certain sens. Hein. Il faut bien tuer. La guerre, c'est le sport favori de l'humanité, c'est tuer des gens. Donc, si on regarde vraiment, on peut trouver des ressemblances. Comme on trouvera bien des ressemblances entre la conquête de l'Algérie par la France et la conquête de l'Algérie berbère par les Arabes. Quelques siècles plus tôt, on pourra toujours trouver des massacres, on pourra toujours trouver de l'injustice et autres. Mais je lui donnerai quand même volontiers un point commun, c'est que Israël a été, le sionisme originel était plutôt une idée de gauche, comme la colonisation de l'Algérie a été largement une idée de gauche. Ceux qui ont colonisé l'Algérie, c'est d'abord les gens de gauche, notamment sous le Second Empire, qui étaient, disons, à droite, mais le mouvement colonialiste, à l'époque on disait coloniste en Algérie, était porté par la France de gauche, les républicains. D'ailleurs, les pieds noirs étaient anti-Napoléon III, ils étaient plutôt à gauche. La Troisième République a peuplé l'Algérie. Entre 1871 et 1914, ils ont vraiment peuplé l'Algérie. C'est là où il y a eu le grand peuplement, le grand, entre guillemets, remplacement. Je ne mets même pas de guillemets parce qu'on a remplacé les Algériens dans les côtes par des Français ou des Européens, notamment des Espagnols, des Maltais, parce que les Français ne voulaient pas aller aux colonies, les Français ne voulaient pas aller en Algérie. La France est un pays relativement riche et peu peuplé. On a amené les Italiens, les damnés de la terre, les déshérités de l'époque. Les Italiens, les Espagnols, les Maltais, voire d'autres populations, les Grecs. Et la gauche, et celle de Madame Hassan, celle de laquelle elle se réclame, a les deux mains dans le cambouis algérien. Rappelez-vous, M. Mitterrand, qui était ministre, si ma mémoire est bonne, de l'Intérieur dans les années 50, qui a donné les pleins pouvoirs à l'armée dont une partie a torturé. Donc, je lui donnerais bien, effectivement, il y a bien un point commun. Ce sont des idées de gauche, dans un certain sens. La gauche a été colonialiste. La gauche a été colonialiste et elle a viré. Enfin, quand on a compris qu'on allait trahir les pieds noirs et les musulmans d'Algérie, les musulmans pro-français, vers les années 60-61, la gauche est devenue anticolonialiste et nous avons cette gauche que nous avons aujourd'hui. Mais ces deux guerres sont très différentes. La première chose que je dirais, c'est que la guerre d'Algérie était une guerre civile entre Français et entre musulmans. Vous aviez, entre Français, c'était la France communiste contre la France, disons, officielle de Gaulle à Mitterrand. Mitterrand a été colonialiste, je le rappelle. Donc vous avez de la collaboration entre les communistes avec les indépendantistes algériens. Vous avez une guerre civile, bien sûr, entre l'OAS et le reste de la France. L'OAS qui est née après quand on a compris que l'Algérie n'allait plus rester française. Une guerre civile entre musulmans, puisque par centaines de milliers, je dis bien par centaines de milliers, les musulmans algériens, certains d'entre eux, même, je dis par centaines de milliers, ont rejoint la cause française. Ils ne voulaient pas demeurer des citoyens de seconde zone, personne ne veut être humilié, mais ils disaient que la France reste encore quelques années, juste qu'elle améliore notre situation, nos droits politiques, qu'elle s'occupe de nos enfants, les scolarise et autres. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, ce qu'on a en Palestine et en Israël, où vous avez peuple contre peuple. Vous avez deux os qui se touchent sans cartilage. Là, en Algérie, vous aviez deux projets, vous avez des musulmans séparés entre deux projets. Le projet du FLN et le projet de la France. D'où les Harkis, d'où les Moukhazni, d'où les forces supplétives, abandonnées par De Gaulle. Gauche, moi, je n'ai pas entendu l'extrême gauche ou la gauche française les défendre. Les amis de Madame Hassan, enfin, je dis ça, entre guillemets, en 1962, ils ont craché sur les pieds noirs qui débarquaient avec leurs gosses et leurs valises et leurs traumatismes à Marseille. On leur a dit, vous êtes des colonialistes, partez, allez à Nice, allez à Montpellier. De Gaulle, avec l'assentiment de la gauche, a quand même voulu ventiler les pieds noirs sur la plaque de Lille. Vous vous rendez compte? Pour quelqu'un qui est né à Oran ou à Tlemcen, déjà, il perd sa maison, il perd ses biens, et on lui dit va à Lille, parce qu'on a besoin de toi à Lille, parce que c'est un département de dépeuplement.
La guerre d'Algérie a eu lieu aussi en France. Elle a été une guerre transnationale. Vous avez eu beaucoup de musulmans de France, des travailleurs algériens, il y en avait déjà dans les années 50, qui ont été trucidés par le FLN. Ouais. Vous aviez bien sûr une guerre entre indépendantistes, FLN contre MNA. Donc vous avez de l'impôt révolutionnaire qui a été levé par le FLN dans les bars fréquentés par les Algériens en France. Il y a eu des attentats en France du FLN contre d'autres Algériens. On pourrait filer Oui. la métaphore longtemps, mais je dis attention, le piège est tendu. Le piège est tendu parce qu'on rentrera dans le jeu de madame, de cette dame-là. Et je pense, encore une fois, aux jeunes musulmans de France, ils ont suffisamment de problèmes comme ça, entre, d'une part, une stigmatisation. C'est vrai que je le dis volontiers, parce que c'est difficile de s'appeler Driss ou Mohamed aujourd'hui, de présenter un CV, et ils sont eux-mêmes tentés par le problème identitaire. Déjà, est-ce que je suis français ou algérien, français ou marocain? C'est déjà un problème compliqué. Alors, le rajouter la cause palestinienne, c'est pas sympa. On comprend, la haine du colonisateur est devenue d'une certaine manière un fonds de commerce, mais alors comment en finir avec cette repentance, justement, cette victimisation permanente dont vous parlez? Quelles sont les solutions? Je pense il y a deux solutions. Il faut que nous apprenions de la gauche la morgue et le mépris souverain avec lequel ils nous traitent. C'est-à-dire regarder ces déclarations avec un peu de dérision et leur dire tout simplement, ma grande, la guerre d'Algérie est finie. Mets-toi à jour, la guerre d'Algérie est finie. Aujourd'hui, l'Algérie est une dictature. Donc ok, la colonisation a été une dictature. La France est partie, l'Algérie est devenue une autre dictature avec un régime prédateur qui met les Algériens à poil et qui ruine l'avenir de l'Algérie. Hein, des Algériens avant moi l'ont dit. Là, ce n'est pas être anti-algérien que de dire ça. C'est comme ça. Donc, occupons-nous des problèmes, occupez-vous des problèmes du quotidien. Libérez les musulmans de France du joug des dealers de Marseille. Libérez les mamans musulmanes de l'humiliation, de la peur qu'elles ressentent devant les dealers qui tiennent les quartiers. Libérer les familles musulmanes de la pauvreté de France. Moi, j'attends que Mme Hassan me dise qu'est-ce qu'on fait pour ramener l'ascenseur social dans les banlieues. Moi, ça m'intéresse. J'attends qu'elle me dise qu'est-ce qu'on fait pour m'expliquer déjà pourquoi il y a plusieurs dizaines de Marocains, du Maroc, de la classe populaire, à Polytechnique et à Centrale, et il n'y a pas beaucoup ou pas assez de Marocains nés à Marseille ou à Sevran à Polytechnique. Pourquoi est-ce que les mêmes gènes, les mêmes personnes, la même religion obtient des résultats brillants en maths et pas ceux qui sont nés en France, éduqués en France dans une école qui est prétendue meilleure que l'école marocaine? Voilà, c'est ça les questions que... Pardon, allez-y. Non, je vous en prie. Est-ce que justement pour intégrer ces populations, pour les assimiler, si c'est un terme je ne sais pas si c'est un terme, l'assimilation, qui d'ailleurs vous parle, certains préfèrent l'intégration, est-ce que justement vous avez écrit cette contre-histoire de la colonisation française? Est-ce qu'il faudrait aussi que nos manuels scolaires, que nous enseignions une contre-histoire donc, mais quelle serait-elle? Quelle est cette contre-histoire, cette vraie histoire qu'il faudrait enseigner? Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête qu'on crève l'abcès et qu'on dise quelle a été l'histoire de la colonisation. Malheureusement, l'université française, à quelques très rares exceptions, ne rend pas service. Elle roule pour le FLN par haine de soi, par amour d'un mouvement de gauche. Donc ça, vous connaissez la musique. Il faut dire la vérité, dire les crimes de la colonisation et dire la réalité de la colonisation. Notamment que la France s'est pas du tout enrichie en Algérie, elle s'est même appauvrie, et largement appauvrie à cause de l'Algérie. Notamment à cause du train de vie, de l'économie de certains pieds noirs, c'est-à-dire qu'on subventionnait avec l'argent des impôts français les fortunes personnelles de certains milieux pieds noirs, viticoles, industriels. Voilà, c'était vraiment une économie sous perfusion. Donc ça coûtait cher aux Français. Dire que les pieds noirs n'étaient pas riches, expliquer ce qu'était l'Algérie avant la colonisation, c'est-à-dire un enfer pour les Arabes et les Kabyles. C'était une colonie turque. Et les Turcs, d'une manière extrêmement, abjecte, en montant les Algériens contre les autres. Ils jouaient déjà la diversité. Bien avant, nos chers dirigeants, déjà vous aviez la diversité des tribus les unes contre les autres, par ethnique, avec des koulouglis, beaucoup de choses qui ont été faites par les Turcs. Pas très... Bon, il ne faut pas faire d'anachronisme, on était au 19e, mais ce n'était pas non plus une Algérie, ce n'était pas le jardin de l'Éden.
Et moi, j'ai proposé un livre qui s'appelle Une contre-histoire de la colonisation française, où j'essaie d'apporter cette lumière sur les nuances. Les jeunes, malheureusement, vous me demandez de parler d'assimilation, les jeunes, malheureusement, lisent peu. Nous avons un grand problème d'accès aux jeunes. D'ailleurs, dans nos réunions, nous avons souvent des têtes comme les miennes, dégarnies ou carrément des cheveux blancs. Nous voyons très peu de jeunes. Donc, j'ai fabriqué un cours en ligne qui porte le même nom, Une contre-histoire de la colonisation française. Et bon, au-delà de la pub que je fais pour ma propre personne, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument qu'on n'ait pas honte de crever l'abcès. Les jeunes sont suffisamment bien câblés pour comprendre la vérité. On ne peut pas leur promettre le Père Noël et leur raconter des histoires, des narratifs beaucoup trop, déjà fallacieux et trop pauvres. Ils peuvent comprendre la vérité, et cette vérité-là, elle n'a pas de... Moi, j'aurais un jeune devant moi, la guerre d'Algérie, je la lui raconterai sous l'angle de l'émir Abdelkader. Un jeune d'origine arabe, par exemple. Je lui dirais, voilà un noble arabe. Le noble arabe, c'est pas la racaille qui est un kalachnikov, qui dit d'ailleurs, excusez-moi, cachez les enfants, nique ta mère. Il n'y a qu'un animal, je le répète, il n'y a qu'un animal pour dire et chanter nique ta mère. Parce que l'inceste et le tabou, c'est la limite entre l'humanité et l'animalité. Un grand arabe, c'est Abdelkader, noble. La noblesse de l'arabe n'est pas la même noblesse que la noblesse française. On n'est pas fait pareil. Mais le chemin d'Abdelkader, sa relation avec la France est exemplaire. Il a tué des Français en Algérie pour libérer son peuple. Il a combattu la France. Il a été musulman. Ce n'était pas un laïc. Parce que la laïcité ne parle plus aux jeunes de l'immigration. C'était un musulman. Et il a fait un chemin d'intégration, entre guillemets, pas à la France. Abdelkader sera un arabe pour toujours. Aurait été un arabe pour toujours. Il a fait un chemin d'allégeance à la France parce qu'il a vu la noblesse française, celle de Napoléon III, qui lui a donné l'exil, celle de la France qui a tenu ses promesses quand il s'est rendu, elle l'a pas tué. Et Abdelkader a compris le projet français pour l'Algérie. Malheureusement, ce projet français a été ruiné par la gauche parce que Napoléon III serait resté en Algérie, on ne vous aurait pas eu le grand remplacement des Algériens. Napoléon III voulait que l'Algérie soit une caserne militaire parce que les Arabes et les Français ne se sont jamais entendus et surtout pas en Algérie. Donc il fallait beaucoup de militaires. J'ai oublié la formule, une présence française et un royaume arabe. Il disait il faut que l'essentiel du territoire algérien soit arabe. Et Abdelkader a pardonné à la France. Et quand les Allemands, ce sera mon dernier point, en 1871, lui ont dit Abdelkader, tu es en exil à Damas, viens, on te réarme, mais tu attaques les Français en Algérie. Il a dit non. Il a dit je ne vais pas me vendre pour ça. J'ai pardonné aux Français. Et je pense que l'histoire, il faut la raconter il ne faut pas la raconter avec notre déroulé, le républicain, la laïcité. Non. Il faut parler aux gens, il faut parler à leurs émotions. C'est ce que fait Rima Hassan. Et d'ailleurs, je lui tire mon chapeau parce qu'elle fait de la politique. Malgré tout ce que j'ai dit contre elle. Elle fait. Nos hommes politiques à nous ne font pas de la politique parce que j'ai l'impression qu'ils raisonnent sur un être humain qui n'existe pas. Nous ne sommes pas des poneys. Nous ne sommes pas des poneys. Nous sommes des êtres humains qui avons des émotions, notamment des démons. Nous avons de l'agressivité. Voilà. Donc il faut parler à ça. Merci beaucoup, Driss Ghali. Merci d'avoir remis les pendules à l'heure et merci pour cette contre-histoire de la colonisation française. J'invite d'ailleurs nos auditeurs donc à retrouver votre cours en ligne. Merci encore.